En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. Nos invités sont partis exercer leur métier à l'autre bout du monde, parfois dans des pays hors du commun. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, ils nous racontent en quoi ces aventures ont été des tournants dans leur vie comme dans leur carrière. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Sanudo, spécialisé dans le football à l'international, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Alain Fiard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain a été joueur, entraîneur, formateur, superviseur et recruteur en France et à l'international depuis plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sa carrière de joueur et ses plus de 400 matchs en première division, ni du fait qu'il ait joué avec Cantona, Boli ou même affronté Platini. On ne va pas non plus s'attarder sur le fait qu'il ait été l'adjoint de Giroud ou plus récemment d'Eric Momberts, ni qu'il a gagné plein de trophées et formé des joueurs comme Djibril Cissé. Non, aujourd'hui on va parler de ses voyages. Des voyages qu'il a pu faire grâce à son métier d'entraîneur, et plus particulièrement de son aventure au Vietnam, lorsqu'il a été l'entraîneur d'Ho Chi Minh, une ville mythique. Mais on va voir que forcément, le ballon n'est jamais très loin lorsqu'il en parle. Covid oblige, on a enregistré cet épisode à distance. Bonne écoute. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bon, je suis super content de t'avoir comme invité, Alain. On va voir à travers notre échange que tu as beaucoup voyagé, notamment lors de ta carrière d'entraîneur. Tu as eu des expériences au Maroc, en Chine, au Vietnam et récemment en Australie. Oui, tout à fait. Oui, non, tout à fait, c'est ça. Mais est-ce que tu as eu une possibilité de partir à l'étranger quand tu étais joueur ? À notre époque, ça se faisait pas trop. C'est vrai que de nos jours, je serais certainement parti soit en Angleterre, soit en Italie, en Espagne, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à notre époque, il y avait pas tant de joueurs que ça qui étaient transférés à l'étranger. Ok. Et donc ta première expérience au Maroc, elle arrive à quel moment de ta carrière d'entraîneur ? Après 7 ans au centre de formation et en tant qu'adjoint de Monsieur Giroud, je voulais tenter une expérience à l'étranger, puisque c'est vrai que j'adore partager et faire partager toutes mes connaissances, et surtout donc c'était à l'étranger dans un pays francophone. Je pensais que c'était une des meilleures solutions pour tenter une nouvelle aventure. Et donc là, tu arrives au grand Raja Casablanca. Et tout à fait, c'était un très très grand club avec un grand passé, mais je pense que cette expérience, si j'avais de la vivre à nouveau, je réagirais différemment en m'adaptant et en faisant d'autres choix par rapport à ce que j'ai fait. J'étais peut-être un peu trop jeune au niveau expérience en tant qu'entraîneur. Pour ce grand club, j'ai pas eu l'opportunité d'apporter un staff comme font beaucoup des grands entraîneurs. À l'époque, j'avais un passé de joueur, mais en tant qu'entraîneur, j'avais pas non plus un passé qui me permettait d'amener un staff complet. Donc, comme je disais, on va surtout s'attarder après sur ta deuxième expérience au Vietnam. Donc, en fait, quand tu restes 6 mois au Maroc, à Casablanca, et donc ça, on est en 2004, et après, l'expérience suivante, elle est en 2016. Donc, en fait, pendant 12 ans, tu rentres en France sans partir à l'étranger. Donc, entre-temps, tu as eu des expériences ici en France, à Lille, en tant que recruteur avec Claude Puel à Valenciennes, et après, tu es retourné à Auxerre. Et donc, en 2016, comment se passe ta mise en relation avec ce club au Vietnam ? C'était déjà, donc, c'est vrai, c'était un endroit du monde que je souhaitais donc venir pour entraîner, parce que étant originaire du Cambodge, donc je suis né au Cambodge et ma grand-mère était vietnamienne, donc c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'aller entraîner là-bas, et l'opportunité est venue par l'intermédiaire de Johan Radé, un ancien joueur d'ici qui était éducateur. On lui avait proposé ce poste par le biais de l'Olympique Lyonnais qui cherchait donc un entraîneur pour l'équipe première d'Ho Chi Minh. Ils avaient créé une académie qui était tenue par Julien Négri, un éducateur formidable que j'ai rencontré et que j'ai fait connaissance là-bas. Ils voulaient donc avoir un entraîneur pour l'équipe première de façon
ça soit la suite de l'académie, c'est-à-dire que les joueurs qui étaient formés par l'académie, après, pouvaient intégrer l'équipe première. Donc, tu n'as pas trop douté finalement? Ou au moment du choix, tu as quand même un peu douté de partir, de partir, quoi? Oui, non, il n'y a pas du tout. J'ai pas du tout hésité. Une fois que j'avais consulté l'avis de mon épouse, elle était partante. Et moi, de par mes origines, comme je l'ai expliqué, et en plus par rapport à la connaissance un peu de la langue, puisque je parle un peu vietnamien, donc c'était en plus deux facteurs qui étaient primordiaux pour moi. Donc, j'ai pas hésité une seconde. C'est super intéressant. Donc, elles sont d'où tes origines? Moi, je suis né au Cambodge. Je suis né au Cambodge, à Phnom Penh. Et ma mère était cambodgienne, ma grand-mère était vietnamienne. Par contre, j'ai mon grand-père qui est indien. Donc et mon père était parisien. Donc, c'est vrai que ça fait un mélange assez important. Et toi, tu es venu en France quand tu étais tout petit? Oui. C'est pour ça que l'anecdote que je pourrais te raconter aussi, c'est que en étant en Vietnam, j'ai eu la possibilité pour la fête du Nouvel An, la fête du Tet. Donc, nous sommes partis avec mon épouse et j'ai eu l'opportunité de retourner à l'endroit où je suis né. Ma sœur et mon frère m'ont donné l'adresse. Bien entendu, la maison n'existait plus, mais c'était dans la rue où je suis né. Donc, c'est un merveilleux moment que j'ai pu vivre, quoi. Incroyable, c'est le foot qui t'a donné cette opportunité. Tout à fait. Et c'est, en plus, ça m'a permis de retourner au Cambodge alors que je suis né et j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir retourner, quoi. Donc, c'est entre autres ce challenge d'Ho Chi Minh, donc du Vietnam, m'a permis donc lors d'un de mes voyages d'atteindre un de mes rêves. C'est incroyable. Ça m'intéresse toujours de savoir, tu as eu combien de temps pour te décider avant de partir? Non, là, une fois que j'avais eu la discussion avec mon épouse, on s'est décidé tout de suite. En plus, c'est vrai que lorsque j'ai eu cette proposition de ce club, il fallait prendre aussi la décision rapidement parce qu'il y a tellement de monde sur le marché que... Encore plus dans le football que dans la vraie vie, comme je dis, non? C'est dans le football, il faut faire des choix tellement rapidement. Ouais. Là, ce choix, donc tu disais, est arrivé 15 ans après, mais du fait que mes enfants maintenant sont indépendants, ça a beaucoup influencé aussi notre choix parce qu'on s'est dit si jamais ça se passe pas trop bien, eh ben c'est pas trop grave. Je veux dire, on déplace pas toute la famille comme c'était le cas au Maroc, parce qu'au Maroc on avait fait changer les enfants d'école, on les a inscrits dans l'école à Casablanca, mes deux filles, donc parce que ça s'est arrêté assez rapidement. C'est vrai que il a fallu les réinscrire. C'est beaucoup plus complexe en fin de compte parce que il y a toute une famille derrière à faire suivre. Et c'est pour ça, dans le football, c'est des choix. Et en plus, comme on est tellement dépendant du résultat, c'est des choix qui peuvent se transformer très rapidement en fin d'aventure. Donc, faire bouger tout le monde, c'est toujours compliqué quand on est jeune entraîneur ou jeune père ou jeune mère pour prendre ces décisions, non? C'est vrai que pour des jeunes entraîneurs, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter des choix à l'étranger. Comme tu le sais, dans le football, les résultats sont importants. S'il n'y a pas de résultats, tu sais que tu peux être sur un siège éjectable. Donc là, il faut accepter. Et après, comme toi, on en tire toujours des choses fort intéressantes, même lorsqu'on se fait licencier, comme c'était mon cas au Raja. C'est vrai qu'on apprend de nos bêtises et on sait après comment réagir, comment faire de façon à mieux gérer ces projets, quoi. J'avais lu par un grand entraîneur qui disait que un grand entraîneur, il sera jamais un grand entraîneur tant qu'il sera pas fait licencier une ou deux fois. Donc c'est toujours il est dans la réalité parce qu'on apprend énormément de ses échecs et il faut justement essayer de corriger et savoir si on réagirait différemment dans un autre projet. Mais donc toi, quand tu étais au Raja, tu as fait bouger toute ta famille à Casablanca avec tout le côté administratif d'inscription à l'école de tes enfants, les visas, tout ça. Et finalement, très rapidement, tu es revenu en France et tu as dû refaire la même démarche de retour.
à fait. On avait fait un déménagement parce que donc j'avais un contrat de 3 ans. Je m'étais dit naïvement, je vais aller jusqu'au bout, 3 ans sans problème et tout. Donc on avait déménagé mes 2 filles, donc mon épouse. On avait mis le piano dedans. On avait mis, imagine, quand il a fallu repartir, c'était un gros déménagement. Et c'est vrai que c'était ma première expérience à l'étranger. Donc c'est vrai j'ai été un peu naïf par rapport à tout ça. Maintenant, quand je pars, bon, c'est vrai que j'ai plus les enfants avec moi, mais c'est vrai maintenant on a l'expérience, on sait ce qu'il faut emmener, ce qu'il faut pas emmener, et voilà. Donc, c'est clair que c'est plus facile pour toi maintenant en disant ça, mais quand t'es jeune père, prendre la décision de partir tout seul, elle est difficile aussi, ouais. Ouais, même pour les enfants. Mais en fin de compte, donc avec le recul, on en discutait avec mon épouse, les enfants s'adaptent partout. Au contraire, le fait de changer de contexte, d'environnement, ça les a fait évoluer en bien parce que donc obligatoirement s'adapter dans ce que vous venez d'un pays étranger, quand vous connaissez personne, c'est super riche, ouais. C'est très bien pour eux. Tes filles, elles se rappellent de ça ou elles étaient trop petites? Bien sûr, non, elles se rappellent. On était partis même avec le petit chien. Le petit chien. Non, mais mais faut reconnaître que l'adaptation là-bas était formidable. Il t'avait bien aidé. Ouais, parce que donc aussi bien les gens là-bas, on avait une femme qui nous aidait pour le ménage parce que l'appartement du club c'était immense, mais surtout c'est que cette femme était adorable. Je me rappelle, c'est Radija, elle s'entendait merveilleusement avec mon épouse, elle faisait à manger, mais elle savait tout faire. En plus une femme courageuse qui élevait son fils seule avec ce qu'elle touchait, donc c'est vrai que c'est de rencontrer des gens dans ces pays-là au travers des placements, c'est vrai que ça nous donne une vraie leçon de vie, quoi. Et si on revient au Vietnam, donc cette fois-ci, t'es parti tout seul au début? Je suis parti tout seul et parce qu'au départ, il faut savoir, c'est que donc j'avais un accord verbal avec le directeur de la région qui était président du club. Je suis arrivé en octobre pour un championnat qui débutait en début janvier. Et en général, on prépare pas une préparation de octobre, novembre, décembre, 3 mois, ça se fait pas. Donc, et eux, ils voulaient voir justement ma compétence par rapport à un planning de travail, de reprise. Et donc ça, c'était marrant. T'es parti sans contrat? Non, sans contrat. Voilà. Et là où ça s'est compliqué, c'est-à-dire que en fin de compte, il y a eu l'arrivée d'un ex-joueur. Je l'appelais un peu Beckham parce que c'est vrai que c'était une vraie star. Et comme il était marié à une chanteuse, d'où le rapprochement avec Beckham. et cette personne avait un rôle de directeur sportif. Je sentais pas toujours franc envers moi, donc c'est pour ça que sans arrêt demander planning de travail sur 3 mois, c'est-à-dire que tous les jours, qu'est-ce que tu comptes faire et tout. Donc ça, j'ai fait un planning de travail, même si il a fallu s'adapter quand même, parce que, comme je te disais, une préparation de 3 mois, c'est difficile de pouvoir mettre en place. Parce que c'est quoi une préparation normale? Ça serait combien de temps? En général, c'est 7 semaines. 7 semaines, 1 mois et demi. Donc là, tu devais prouver que tu savais préparer 3 mois de pré-saison. C'est ça. Eux, ils voulaient surtout des écrits, en fin de compte, ils voulaient des écrits. Mais là où c'est pour ça que c'est un pays que j'aimerais retourner en dehors de la qualité de vie et tout ça. C'est-à-dire que les Vietnamiens, ce sont des personnes très disciplinées. En leur expliquant, ils comprenaient. Et c'est là où je veux en revenir. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont respecté ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. De nos jours, c'est très compliqué surtout dans un club quand vous arrivez, quoi. Parce que donc, ils ont une confiance totale en vous, des joueurs, et de ce côté-là, je retiens que la discipline, que le respect de ces joueurs était formidable, quoi. Ils savaient un peu ton parcours et ton expérience? Oui, je pense qu'ils devaient regarder sur Internet, bien entendu. Et les gamins, parce que faut dire aussi que c'était une équipe assez jeune, puisqu'ils venaient de monter en Ligue 1, on va dire, et pas la division, et ils avaient soif d'apprendre, en fin de compte, toutes mes connaissances. Donc, je leur expliquais, j'étais assez proche d'eux, j'aimais discuter avec eux. C'est vrai que le contact s'est fait naturellement. Ce sont en plus des garçons très très gentils. Donc un vrai luxe pour toi en tant que formateur et coach d'arriver dans ces conditions. Voilà, pour un entraîneur, c'est d'avoir des joueurs comme ça, c'est rêvé.
Et seul, donc je reviens, seul ce directeur qui était méfiant, qui avait une carrière, qui voulait montrer aussi son importance, il a fallu lui aussi lui prouver, bien entendu. Et c'est vrai que si on parle de l'homologation de mon diplôme, c'était compliqué. Il a fallu que l'AFC accepte l'équivalence pour le championnat de Ligue 1. Ton diplôme, il n'était pas directement homologué, c'est ça? Voilà. Après la réponse de l'AFC, donc comme quoi il était valable. Donc là, ça a été de sa part, ça a été un peu plus, ça a été plus accepté. Mais ça n'empêche qu'il m'attendait toujours par rapport. Il était présent aux entraînements, il était présent aux causeries et tout ça. Donc voir comment je m'en sortais par rapport au groupe, quoi. J'ai même assisté, comme il venait juste d'arrêter sa carrière, il venait même aux entraînements. Ah, il venait s'entraîner avec vous des fois? Oui, il s'entraînait. Bon, après, c'est vrai que c'est une star, hein, c'est une star là-bas. Donc, pour les jeunes, c'était intéressant, en fin de compte, d'avoir des stars qui s'entraînaient avec eux. Comment tu te faisais comprendre, toi, au Vietnam? Justement, j'avais un traducteur qui était anglophone. C'était pas facile. Mais j'avais dans l'équipe, un Vietnamien qui était anglophone, qui avait joué un peu à l'étranger et qui, bien entendu, parlait vietnamien. Donc, je discutais souvent avec lui. Il me disait que la traduction ne veut pas toujours dire la même chose. Bah ouais, c'est très difficile de traduire. Mais c'est vrai que le fait, de par mes origines, et comme il savait que je parlais un peu vietnamien, que j'étais capable de leur donner quelques mots en vietnamien, il y avait un respect peut-être plus important, je sais pas, parce que c'est vrai que le vietnamien n'est pas une langue quand même courante. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui sachent parler vietnamien. C'est vrai que c'était un atout important. Mais c'est là que on en revient toujours, c'est que le football, c'est une langue universelle. Parce que donc, je faisais voir, je démontrais, et ils comprenaient. Les joueurs comprennent. Lorsqu'on parle de football, que ce soit partout dans le monde, on a le même langage. Après, c'est vrai que la faiblesse, je veux dire, du football vietnamien, c'était d'ordre plutôt physique. Déjà, ils ont un complexe d'infériorité par rapport au domaine athlétique. Parce que pourquoi un complexe? Ils le sentent, ils le ressentent? Ouais. Non, mais aussi le complexe, c'est-à-dire que en discutant avec eux, bon, je faisais des entretiens individuels, donc en début de saison, entre autres. Après, j'ai fait une en milieu de saison et une en fin de saison. Mais en début de saison, ce qui m'avait choqué, c'était ils me répétaient tous ceux qui étaient plus ou moins petits, ils me disaient ouais, mais ma lacune, mon défaut, c'est d'être petit. J'ai dit mais non, c'est pas un défaut. Je parle de complexe parce que dans le championnat vietnamien, il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui mesurent, ils prennent des grands gabarits. Alors, soit au poste d'attaquant, soit au poste de défenseur. Donc, c'est en général un jeu assez direct qu'ils pratiquent en jouant sur des grands ballons sur l'attaquant et les joueurs qui étaient de plus petite taille étaient défavorisés. Donc, toutes les équipes jouent un peu de la même manière? Tout à fait. Il faut savoir, c'est que l'Olympique Lyonnais, donc qui a créé cette académie, a commencé à apporter un football un peu plus technique. Et aussi, il y avait une académie, l'académie de Jean-Marc Guillou, donc qui était implantée là-bas à Djalai, qui formait des jeunes joueurs et qui les amenait en équipe première. Je pense que c'est ce que voulait faire un peu l'Olympique Lyonnais. Et je reviens sur le fait que les joueurs, ils voyaient ça comme un complexe d'infériorité ou comme une lacune. Pour la petite anecdote, toi, qui as joué plus de 400 matchs en première division, t'étais pas le plus grand, non? C'est marrant qu'on te le dise à toi. En fin de compte, ça leur donnait peut-être confiance quand je leur disais de ma bouche que c'était pas un défaut. Il faut servir justement de leur taille en compensant par une meilleure technique. Si vous n'arrivez pas à faire voir contrarier un grand attaquant qui mesure 1m90, il faut surtout être présent dans le second ballon. Il faut compenser toujours d'une façon un peu plus intelligente. Donc toi, tu avais quand même beaucoup ce rôle de coach, mais aussi un peu de psychologue, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de discussions, on communiquait beaucoup justement, et de par mon expérience, moi je sais que les jeunes, ils me parlaient, ouais, t'as joué là-bas, t'as joué à Lille, t'as joué à Auxerre, donc ils savaient mon parcours quand même, et donc il y avait un respect, il y avait une écoute qui était très importante pour eux, donc j'apportais un peu ce rôle de grand frère. Pour qu'on s'imagine un peu ta vie là-bas, tu peux nous dire un peu, c'était comment les infrastructures de ton équipe? Là, par rapport à l'expérience que j'ai connue en Chine, donc tout dernièrement,
et même en Australie, c'est vrai que les infrastructures étaient un peu désuètes. De mes surprises, tous les joueurs étaient logés dans autour, par exemple, c'était des chambres qui étaient assez vétustes autour du stade, et les joueurs habitaient 24 heures sur 24. Dans le stade. Dans le stade. Ils s'entraînaient et ils logeaient ensemble. Il faut savoir, c'est que par exemple, il y a des équipes, des joueurs qui venaient d'Hanoï ou de Dalat, et par contre, même s'ils étaient mariés, ils restaient tous ensemble. Ils vivaient en communauté, en fin de compte. C'était un vrai centre de formation, alors que c'était des joueurs qui avaient 25, 30, même certains 30 ans, hein. Dans mon cas, donc, on était privilégiés, où j'habitais donc à l'extérieur, et je venais pour les entraînements, et par contre la mise au vert, je restais avec eux quand même, et ils passaient en fin de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils vivaient ensemble, quoi. Incroyable. Et ils rentraient quoi, juste pour les vacances, ou c'est toi qui décidais quand est-ce qu'ils pouvaient rentrer? Ouais, quand il y avait une coupure, par exemple la fête du Tête ou d'autres fêtes, parce qu'il y avait quand même quelques fêtes, donc là on donnait l'autorisation, et voilà. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là où j'étais surpris aussi au Vietnam, c'est entre autres, je prends le cas pour les primes de match. Lorsqu'il y avait des primes de match, il faut savoir, c'est que tous les joueurs, tout de l'effectif, après il y avait les entraîneurs, il y avait les directeurs sportifs, il y avait tous ceux qui travaillaient pour le club, avaient droit à quelque chose. Il n'y a jamais eu de discussion par rapport à une somme qui a été mal donnée à un tel ou un tel. Les Vietnamiens sont quand même des gens, sont pas réputés pour être très 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 riches. Donc ils savaient la valeur de l'argent, et donc ils attachaient beaucoup d'importance. Ils étaient très très contents quand il y avait une victoire. Ils étaient heureux comme tout quand il fallait même partager, mais ils étaient la valeur de l'argent, c'est vrai que le labeur pour le gagner, ils savaient ce que ça représentait, quoi. J'imagine s'ils faisaient le sacrifice déjà de vivre loin de leur famille, c'était quand même un choix de vie. Mais j'imagine même pas en France, c'est impossible de faire. Déjà, lorsque vous partez au vert avec des joueurs, la plupart ne supportent pas les mises au fer. Donc, quand vous voyez qu'ils vivaient 24 heures, comme je te disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus dans des conditions qui sont vraiment pas optimales, quoi. Donc, et bon, par contre, ça crée quand même une certaine solidarité entre eux, parce que pour vivre continuellement ensemble, il fallait quand même un respect, une tolérance les uns envers les autres. Et mais ça, chacun avait sa chambre? Non, ils étaient deux en général, même trois pour certains. Donc, imaginez avec la lessive à faire et tout ça, mais c'est vrai que c'est des moments qui m'ont marqué, parce que moi, j'avais vécu ça quand j'étais à Liénave Vichy, donc on habitait plusieurs dans la Pour chambre. info, c'est l'ancien Clairefontaine, c'est ça, Liénave Vichy? Tout à fait. C'était les précurseurs des centres de formation. Et là, on vivait même en préparation, on était dans les dortoirs. Donc, mais là, je pense pas que ça puisse se faire en France, quoi. Un retour en arrière comme ça, ce serait impossible, quoi. Au Vietnam, une fois que tu mettais les règles, les joueurs ils acceptaient. Voilà. Autant au Maroc, j'ai dû, entre autres, lorsque on est parti en stage à Ifram, il a fallu mettre les choses au point. Entre autres, avec le réveil le matin de 2 ou 3 joueurs qu'il a fallu recadrer, ou de téléphone à l'époque déjà, il fallait dire non, pas de téléphone à table, tout ça. Au Vietnam, une fois que vous l'avez dit, que vous avez dit des choses possibles à faire en groupe, c'était respecté. Dès que j'avais défini des règles de vie, c'était respecté. Par rapport aux horaires à table, ils venaient déjà, c'était plus facile, ils vivaient tous ensemble. Donc c'est vrai que là, il n'y avait pas besoin de répéter ou avec des absences des uns aux autres. Vous partez aux entraînements, donc quand on le faisait un peu à l'extérieur, on partait tous ensemble, donc il y avait le capitaine qui se chargeait de ça, et voilà, donc tout était bien. Déjà, même les joueurs un peu les plus âgés étaient très respectés des jeunes joueurs. Et là, au Vietnam, le joueur plus ancien, c'était le joueur le plus respecté. Il n'y avait pas besoin de dire, par exemple, aux jeunes de porter les sacs. Et pour dire, voilà, les problèmes d'infrastructure. Nous, on avait trouvé après un camp d'entraînement dans une ancienne police qui avait des chambres très vétustes, bien entendu. Il y avait un terrain et il y avait donc, on vivait tous là. Il y avait
comme bain. Ils avaient acheté des grosses piscines gonflables. Ils mettaient de l'eau dedans. Les jeunes le remplissaient, mettaient des glaçons. Après l'entraînement, ils étaient tous, en fonction de l'âge, ils allaient dans ce bain froid, en fin de compte. Tu critiquais un ancien devant toute l'équipe ou devant des jeunes, il se serait passé quoi? Non, ben, ils acceptaient parce que c'était, en fin de compte, aussi bien le jeune que l'ancien, tout le monde était logé à la même enseigne. Et ça, tu penses qu'un entraîneur vietnamien, il faisait pas comme ça, ou tu sais pas? C'est vrai qu'ils pourraient faire une critique à un jeune, mais pas à un ancien. Et ça, c'est pas logique parce que si un ancien fait une erreur, on est bien obligé de le remarquer et pas seulement le taper sur le jeune qui a fait une erreur, quoi. Oui, en fait, mais limite, ce respect de l'ancien, s'il est trop poussé à l'extrême, c'est pas positif dans une équipe de foot, en fait. Si on sort un peu du terrain de foot, du rectangle vert, c'était comment Ho Chi Minh? Tu peux nous expliquer un peu la vie et l'ambiance de cette ville? Tu peux nous faire un petit peu voyager? Non, cette ville, on était dans un quartier peut-être un peu plus excentré, pas vraiment dans le centre-ville, mais on y allait souvent avec mon épouse. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont très, comme je le disais tout à l'heure, très gentils, très accueillants. Et en plus, si jamais tu les comprends, tu parles un peu, donc ils sont encore plus attentionnés. Lorsque les Vietnamiens croisent des étrangers, ils sont toujours très souriants. C'est vrai, ils portent sur eux la bienveillance. Ils sont très au niveau du contact. Ils veulent toujours savoir un peu pour quelles raisons tu es là, tout ça. Donc, ils sont curieux. là, bon, voilà, en étant entraîneur, c'est vrai que dans le quartier où on était, c'est vrai qu'ils me connaissaient aussi. Et à la fin du match, souvent, c'était l'accueil des supporters qui faisait chaud au cœur. Parce que c'est un peuple qui adore le football. C'est vrai que moi, j'ai vu des images de liesse populaire au Vietnam quand leur équipe nationale joue. C'est incroyable à voir. Oui, tout à fait. Non, c'est un pays des gens adorent le football. Pratiquement tous les gamins jouent au football. Hein. C'est le sport le plus populaire du Vietnam. Donc après, c'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les infrastructures, malheureusement. Ils n'ont pas toutes les connaissances, mais ils apprennent. Ils apprennent des entraîneurs qui arrivent et on voit qu'ils progressent. Ils progressent. Contrairement à la Chine, qui eux ont d'énormes moyens. Puisque j'étais il y a 2 ans donc en Chine, ils ont d'énormes moyens, aussi bien au niveau humain, parce qu'il y a des joueurs par le nom, mais aussi par rapport à la qualité des joueurs de départ. Mais par contre, ils sont moins réceptifs que les personnes qui gravitent autour du football du côté du Vietnam, parce que là, les Vietnamiens veulent justement apprendre beaucoup. Donc toi, tu penses que le foot va continuer à se développer là-bas et tu vois, il n'y a pas vraiment de limite? Après, non, mais justement, le problème du foot vietnamien est bien entendu au niveau économique, parce que donc les clubs ont beaucoup moins de moyens. Bon, si on compare à la Chine, c'est complètement différent. Ils travaillent mieux déjà depuis plusieurs années avec l'académie Jean-Marc Guillou, avec l'académie qui avait mis en place l'Olympique Lyonnais à Ho Chi Minh, et donc ils ont cette envie de progresser. Là, actuellement, je sais qu'il y a Philippe Troussier qui est là-bas, qui s'occupait d'un centre de formation, le VVF, du côté d'Hanoï, qui a pris l'équipe nationale des moins de 19 ans. Donc, ils ont une envie. Ils ont une envie de progresser. Déjà, pour progresser, ils font confiance à des bons éducateurs, bons entraîneurs. Et donc, ça, c'est important. On continue à jongler entre foot et pas foot. Tu peux me dire un peu déjà ce que toi tu mangeais, ce que mangeaient les joueurs? Ça, c'est encore une adaptation qu'il faut avoir. C'est vrai que je mangeais pratiquement tous les jours avec eux, hein, et donc le midi, puisque on avait tellement souvent en début d'après-midi, vers 15h, ou sinon quand on doublait, c'était le matin et l'après-midi. Mais je ne pouvais pas mettre en place, par exemple, une alimentation aussi stricte que celle en France. Et encore, je trouve que la nourriture vietnamienne est très bien équilibrée pour un sportif. C'est-à-dire que souvent, il y avait, que ça soit du riz, mais il y avait beaucoup de légumes. Là-bas, c'est une alimentation que j'adorais par rapport à ma grand-mère. Pour revenir à ce que tu me disais, l'adaptation était facile parce que ma grand-mère était vietnamienne, donc tout ce qu'elle faisait, ça, j'adorais, mon épouse aussi, donc on s'est régalé. Le plat typique. Le plat typique, c'est le bambou ou le pho, comme on dit, là, c'est la soupe avec du bœuf, des boulettes. J'en ai l'eau à bouche de parler. Souvent, dans le foot, les joueurs ou les entraîneurs, vous n'avez pas vraiment le temps de faire des choses hors football. Mais est-ce que tu as pu prendre du temps pour voyager un peu au Vietnam? Tu disais que tu étais allé au Cambodge, mais est-ce qu'il y a des régions que tu as pu découvrir? Non, mais
Et justement, on aimerait retourner aussi pour découvrir d'autres endroits de ce pays parce que on a eu l'occasion de faire l'île de Phuoc, qui est une île fantastique, à l'état encore un peu sauvage, qui est réputée pour, entre autres, son le poivre et le café. Après, il y a tous les temples aussi. Il y a des temples fantastiques du côté du Vietnam. Lorsque tu as la chance d'aller dans le nord, à Hanoï, à Sapa, Sapa, c'est des rizières sur plusieurs niveaux là qui sont vraiment magnifiques. Et là-bas, dans la région du nord du Vietnam, il y a plusieurs ethnies. Tu vois, sur eux, ils portent la gentillesse. Ils veulent te faire partager presque leur vie lorsque tu les rencontres dans leur contexte. Vraiment des choses qu'on a retenues, quoi. Et mon épouse, c'est vrai que. Ouais, dans ces voyages-là, c'est un peu des leçons de vie qu'on se prend tous les jours, non? Ah oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr que lorsque lorsqu'on voit comment ils vivent et tout, comment ils arrivent à s'adapter, parce que les Vietnamiens sont débrouillards, mais c'est impressionnant, quoi. Et ils sont capables de solutionner des choses que nous, dans notre tête, en France, on dit, oh, c'est impossible. Mais eux, ils trouvent toujours des solutions. Et comme ils sont très travailleurs, ils en sortent toujours, quoi. Et tout particulièrement les femmes dans les rues au Vietnam, faut voir ce qu'elles transportent. Elles sont courageuses, c'est effarant, quoi. Mais même les hommes, bon après, c'est vrai que c'est leur nature. Ils ont l'habitude de travailler. Comme je te disais, ils se lèvent à 4 heures du matin, ils vont manger une soupe et ils travaillent toute la journée, hein, ils transportent des choses. C'est sûr que, quel que soit l'être qu'on transfère là-bas, mais ils ne pourraient pas tenir une semaine, tellement c'est laborieux ce qu'ils font, c'est pas laborieux, mais courageux et en plus, sans jamais se plaindre, quoi. En France, il y aurait des grèves, des grèves de leur situation, mais eux, là-bas, ils ont été élevés dans le labeur, dans le travail, essentiellement, quoi. On sent que tu as envie d'y retourner, hein. C'est vrai que on va parler avec mon épouse, j'attends même une petite proposition, mais rien que pour partager encore ces moments, partager en plus mes connaissances, parce que bon, j'arrive à un âge où faut pas se cacher, je suis plutôt sur ma fin, mais j'ai envie de leur transmettre tout ce que j'ai vécu et comme je sais qu'en plus ils sont à l'écoute et on sait là-bas c'est une qualité de vie qui est quand même qui est formidable. On est privilégié quand on arrive à aller dans ces pays-là. Et c'est vrai que d'y retourner, ça serait avec un grand plaisir, quoi. Tu ferais quoi de différent si tu devais recommencer cette expérience qui a duré une année, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, peut-être que j'aurais la possibilité d'amener un adjoint parce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai été là-bas, le projet était le projet de l'Olympique Lyonnais. Et lorsqu'ils ont décidé de séparer l'académie de l'équipe première, je me suis retrouvé un peu esselé. Et lorsqu'on part pour former une académie dans l'Olympique Lyonnais et les faire évoluer après pour l'équipe première, c'est de s'y tenir. Après, lorsque on vous coupe ce réseau, c'est plus la même chose. Vous devez vous débrouiller en plus en étant tout seul. J'ai eu le mérite de m'adapter en fin de compte parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours, mais lorsque vous sentez soutenu par les joueurs, parce qu'il y a eu ce maintien qui a été obtenu, mais j'ai lancé plein de jeunes je suis sûr, si je les revois, ils me sautent au cou. Et je vois encore le visage de certains jeunes que je faisais jouer alors qu'ils n'avaient jamais joué en Ligue 1. Tu avais une reconnaissance, je serais grimpé au ciel pour moi, quoi. Et ça, malgré quelques lacunes, faut pas se le cacher, ils étaient en apprentissage, donc j'ai appris ce que je pouvais leur apporter, mais ils auraient continué à progresser si j'avais eu un peu plus de continuité dans le travail. Mais il faut savoir, c'est comme beaucoup de clubs étrangers, les entraîneurs ne durent que très peu. Je vois au Chili, depuis que je suis parti, il y a eu ça fait 3 ans, mais tous les ans, il y a eu un entraîneur nouveau. Donc, c'est une chose qu'il faut que ça soit ancré en eux. C'est-à-dire que lorsque vous voulez travailler sur la progression, il faut une certaine continuité. Vous pouvez pas travailler sur un an et changer à chaque fois d'entraîneur. Il faut avoir un minimum de 2, 3 ans. 3 ans, ça serait l'idéal pour voir vraiment l'apport de l'entraîneur. Mais bon, ça, c'est vrai que ce sont les personnes qui sont influentes au club, le président, les investisseurs, il faut qu'ils comprennent ça, quoi.
Mais après, il faut pas oublier, c'est que dans le football, on peut pas parler que de chance, mais la chance est nécessaire. J'ai en image, lorsque j'étais là-bas, au mois de juin, j'étais arrivé à un niveau avec l'équipe. C'était l'équipe qui m'avait permis, mais je pensais même pouvoir encore durer. Et après, malheureusement, il y a eu une défaite ou deux qui sont arrivés qui n'étaient pas mérités, qui a fait tout écrouler ce début de saison. Et malheureusement, après, vous avez le doute qui s'instaure dans les dirigeants. Vous avez beau leur expliquer que les défaites de justesse n'étaient pas méritées, que ça tenait pas grand-chose. Et je me rappelle, entre autres, un match où si on gagnait, on était revenu à 3e place, 2e place en titillant vraiment le Hanoï qui était la grosse équipe du championnat. Et voilà, donc ça s'est pas fait et ça malheureusement on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas toujours tout maîtriser, même si on fait un travail formidable avec les joueurs. Mais arrivé un moment, vous avez ce facteur réussite qu'il faut qu'il tourne dans votre sens pour pouvoir envisager peut-être une continuité avec le club où vous êtes. Tu dirais quoi, toi, à un coach qui hésite avant de partir entraîner à l'étranger, notamment dans un pays, on va dire, entre guillemets, exotique? Moi, je dirais que faut pas hésiter. On n'a qu'une vie, il faut essayer de profiter du moment présent. Et en plus, dans chaque expérience, quelle que soit la difficulté rencontrée, on ne sort que grandi. Il faut profiter de ces moments, mais après retenir les mauvais moments pour justement les corriger pour d'autres expériences à l'étranger. Même si, une fois de plus, chaque pays est différent, il faut essayer de vite analyser et de rester humble. Et par contre, surtout, il ne faut pas hésiter. C'est clair, je suis tellement d'accord avec toi. Merci beaucoup Alain pour ton temps. Ouais, de rien. C'était un immense choix de faire partager. Ça me fait repenser aux super moments qu'on a passés dans tous ces pays. Et ça donne envie de repartir. Je te le souhaite vraiment, en tout cas, Alain. Merci encore. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi sur tes aventures et tes voyages. Ouais, mais c'est un plaisir partagé. Une fois de plus, le football, c'est aussi le partage, et aussi bien le football, mais aussi les expériences extérieures. Voilà, c'était le premier épisode du podcast En dehors de ma surface. Le premier podcast où l'on parle expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. J'espère que vous avez aimé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vivement le prochain épisode. À bientôt.